Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Dungeons and Dragons Castle Ravenloft. C'est un jeu édité chez Wizards of the Coast, c'est sorti en 2010 pour 1 à 5 joueurs, c'est du dungeon crawler coopératif, donc soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, on joue contre l'IA du jeu. C'est un jeu de Bill Slavicsek, Mike Mills et Peter Lee. Et pour le background, vous jouez en fait des aventuriers qui vont devoir déjouer dans la crypte et le château de Ravenloft, du coup, le seigneur vampire comte Strahd, si je ne dis pas de bêtises, et j'espère qu'on le prononce comme ça, hein. Je suis pas tellement amateur en fait de Ravenloft, je connais juste ce jeu-là, donc je sais que c'est tiré de la saga Dungeons and Dragons, mais je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc voilà, donc on va l'appeler Jean-Pierre, sinon, hein, et voilà, une tête de Jean-Pierre. Donc le comte vampire Jean-Pierre, et à travers un livret de scénario avec une quinzaine de scénars. Mais sans plus attendre, comment on joue à Castle Ravenloft? Comme je vous l'ai dit, Castle Ravenloft vous met dans la peau d'aventurier. On va pouvoir jouer soit un mage, soit un ranger, soit un clerc, soit un combattant dragon, ou soit un rogue, donc une voleuse. Sur une fiche de personnage, on va avoir sa petite illustration, on va avoir son nom, son talent en fait, donc la classe si vous préférez, donc c'est la classe magie, c'est un magicien, on va avoir un petit background, pourquoi il est là, etc. On va ensuite avoir différentes caractéristiques. Alors on va avoir les caractéristiques d'AC, ça c'est le chiffre que devra faire votre ennemi pour pouvoir vous toucher, avec un des 10. Donc j'y reviendrai ensuite sur comment marchent les combats. On a ensuite les HP, donc qui représentent l'invie. On a ensuite le speed, à combien il se déplace. Et on a ensuite les surge value, qui est le nombre de blessures que vous récupérez quand vous utilisez un token Healing Surge. J'y reviendrai ensuite, ça sera plus clair. On va ensuite avoir une petite caractéristique qui est propre à la classe de votre personnage, ainsi qu'un pouvoir spécial qui vous dit le setup des cartes à avoir. Effectivement, chaque personnage va avoir en fait plusieurs cartes qui sont liées à des compétences. On va avoir les compétences journalières qui sont les Daily Power, donc des pouvoirs qui sont assez forts. On va avoir les Utility Power qui sont des pouvoirs aussi forts mais un tout petit peu plus faibles. Et on va avoir les At Will Power qui sont des pouvoirs permanents mais qui sont moins faibles que les autres. Donc dans ce deck là, vous allez piocher par exemple ici, hop, on vous dit de prendre un Utility Power, 2 Wizard At Will Power et un Wizard Daily Power. À savoir que les personnes peuvent augmenter de niveau. Donc là on a le niveau 2 avec différentes caractéristiques et différents traits qui lui sont propres. Une fois qu'on a fait ça, on choisit un scénario et on pose sa figurine sur la tuile de départ. Donc une fois qu'on a choisi son personnage, qu'on a placé son personnage sur la tuile de départ du scénario, à savoir que dans le livret de campagne ici, il y a une quinzaine de scénarios à peu près, plus les scénarios qu'ont fait des fans, plus des scénarios qui sont dispo apparemment dans le forum Dungeons and Dragons, etc., qui sont apparemment traduits, parce que c'est un jeu en VO, uniquement en VO, mais le travail de certains aficionados, entre guillemets, a permis de le rendre en français, donc ça c'est vraiment cool, je salue le travail, bravo les mecs, c'est cool, il faut continuer comme ça pour les anglophobes. Donc du coup c'est trouvable en français, hein, donc il n'y a pas de souci majeur. À savoir que cette campagne, et en même temps je profite de ce moment-là, c'est pas une campagne évolutive en fait comme la dernière boîte de Dungeons and Dragons, donc Temple Evil Elemental, je sais pas quoi. Donc là vous pouvez prendre un scénar, le jouer en one shot et puis basta. Mais il y a aussi toute une phase d'évolution. Par contre votre personnage sera bridé au niveau 2, il pourra plus augmenter. Mais là encore, bien sûr, des fans ont permis d'augmenter le niveau, etc. Donc ça je vous donnerai le soin d'aller voir. Ça ne fait pas partie du jeu de base. Donc voilà, on a posé son personnage, on a pris ses pouvoirs adéquats par rapport à ce qu'on voulait faire avec son perso, on tire ensuite une carte trésor jusqu'à tomber sur un item. Donc par exemple ici voilà, on a les Bots of Striding et on les met directement ici. Castle on Ravenloft possède plusieurs phases. On a la phase des héros, la phase d'exploration et la phase des vilains. Donc on va commencer bien sûr par la phase des héros. La phase des héros commence en regardant son personnage. Si son personnage a le maximum de points de vie, donc il est couché déjà d'une part, il est obligé d'utiliser un Healing Surge. Quand il utilise un Healing Surge, il récupère sa valeur d'HP qui correspond au Surge Value, donc ici 4. Donc on récupérait en fait 4 points de vie,
et on redresserait directement sa figurine. Si on ne peut pas redresser sa figurine parce qu'on n'a plus de Healing Surge, on perd directement la partie même si nos compatriotes en fait seraient encore en vie. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a vraiment l'aspect coop, c'est soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Donc prendre en compte son personnage et celui des autres est vraiment un facteur très important dans Castle of Ravenloft. La phase des héros se poursuit en faisant l'une des actions, donc on peut soit bouger, donc bouger du maximum en fait de speed qu'on a ici, donc 6, on peut soit bouger et faire une attaque, soit faire une attaque et bouger, ou soit bouger 2 fois, donc on peut bouger de 12 à son tour de jeu. Donc on va dire que là voilà c'est le départ, on va bouger de 6, on va faire 1, 2, 3, 4 et on va se positionner ici, et on va passer directement à la phase d'exploration. Alors si notre héros se trouve en fait sur un coin de tuile qui est adjacent en fait à du vide, on va tirer directement, hop je vais faire de la place en même temps, on va tirer directement une carte tuile qu'on va positionner en fait ici. Dès lors on va tout de suite tirer ensuite un monstre, hop, qui sera affilié à Kate, donc du coup lors de son activation, le loup sera activé uniquement lors de l'activation de Kate. Donc on va placer un loup sur le tas d'ossements, donc c'est toujours l'état d'ossement. Et on va ensuite passer à la phase d'activation des vilains. Donc là c'est le premier cas de figure si on est à côté dans la phase d'exploration. Si par contre, par exemple on est ici pour X ou Y raison, on ne peut pas tirer de tuiles, hop, voilà, on va se mettre là, on ne peut pas tirer de tuiles, on va passer à la phase d'exploration qui nous dit que si on ne peut pas tirer de tuiles, on va prendre une carte rencontre. Grosso modo, c'est que du caca qui vous arrive dans les cartes rencontres. Hein. C'est des déboires, des trucs dégueulasses. Donc on va tirer une carte rencontre. Et deuxième cas de figure, je sais pas s'il y en a ici. Voilà, s'il y en a une. Si on tire une carte avec un coin noir comme ça avec la flèche, donc la flèche se positionne toujours vers le coin où on découvre la salle, donc ici en bas. On fait à la fois l'effet, donc on va tirer une carte monstre, on va poser voilà toujours notre loup ici sur le tas d'ossements, et on va aussi tirer une carte rencontre. Donc là c'est vraiment le double malheur qui puisse vous arriver directement quoi. Donc voilà, donc nous on est resté quand même sur notre setup de base, voilà, je sais même plus si c'est cette tuile mais c'était du blanc, on va faire ça comme ça, on va se mettre ça ici, etc. On va passer à la phase de vilain. La phase de vilain nous dit que si il y a un vilain en jeu, on l'active. Alors les vilains, ce sont les boss. Donc par exemple, ça c'est le Dracolite. Alors, je vous montre un peu les figurines, elles sont vraiment très belles pour le coup. Moi j'ai été surpris en achetant ma boîte, je l'ai acheté récemment en fait, hein, donc je me suis dit pour le coup, c'est vraiment très top. Donc c'est pas la qualité FFG, mais ça reste très très bien. Hein. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Je vous montrerai un peu les figurines à la fin, grosso modo, quand j'aurai fini ça. Donc s'il y a un boss, on l'active maintenant, et s'il n'y a pas de boss, en fait, on active tous les monstres en fait qui sont affiliés à notre héros. Donc là on va activer par exemple le loup. Et dans le loup, il va y avoir plusieurs choses. Donc on vous donne, hop, sur une carte monstre, on vous donne son AC. Donc si vous avez suivi, c'est ce qu'il faut faire avec le D10 plus sa valeur d'attaque sur la carte pour égaler ou faire plus pour lui infliger le nombre de blessures de votre attaque. Il a un point de vie, donc c'est les HP. Et là ensuite, il a ses petites caractéristiques sur quoi il va attaquer et le nombre d'expériences qu'il va vous rapporter quand vous allez le tuer. Donc là par exemple on nous dit que si le loup est adjacent à un héros, il attaque ce héros avec une morsure, donc c'est pas le cas, il est pas adjacent. Et sinon on vous dit si le loup est dans les deux tuiles adjacent non, et sur de 0 à 2 tuiles en fait du héros, il se met à côté du héros le plus proche, hop, et il attaque avec un pounce, donc je sais pas, c'est peut-être une charge, quelque chose comme ça. Et là comme vous pouvez voir on a différentes valeurs, donc on a plus 7. On va lancer ensuite un D10. Sur le D10, on va obtenir 14. On va ajouter 7 qui fait 21. On va ensuite prendre ce nombre 21 qu'on va ensuite comparer avec l'AC de notre personnage. Donc 21 dépasse largement 14. Et on se prend le nombre de points de blessure qui est indiqué sur le loup. Donc par exemple, ici, on se prend une blessure, hop, et on met ça directement ici. Hop, donc voilà, ça c'est pour l'activation des monstres. Et une fois qu'on a fini ça, et ben il y a un autre tour qui recommence avec une autre phase, etc., etc., etc. Donc là, on va partir sur le principe pour vous montrer un peu à combat, hein, comment ça se passe, etc. On va être à côté d'un loup. Donc là, je vais pouvoir attaquer et ensuite bouger, parce que du coup, c'est ce qui me permet de faire un truc sympa. Hop, je vais voir ensuite mes pouvoirs.
Donc là, je vous rappelle, hein, c'est des pouvoirs qui sont utilisables tout le temps. Les pouvoirs Daily et les pouvoirs Utility, une fois qu'ils sont utilisés, vu que c'est des pouvoirs forts, hop, ils sont retournés. On ne pourra plus les utiliser, sauf si un effet de carte nous dit de retourner un pouvoir. Donc prendre en considération, pardon, un petit rototo qui est monté, prenez en considération que les cartes Utility et Daily, une fois qu'elles sont utilisées, sachant que ce sont des cartes très fortes généralement, elles sont retournées. On pourra uniquement utiliser les cartes vertes. Donc là, par exemple, on s'en fout, hein, on va dire que voilà, on va faire un snapshot, on va attaquer un monstre à une tuile de nous. Donc là, ça correspond très bien à ça, et on gagne un plus 2 si le monstre est à une tuile de nous. Donc là, pour le coup, il n'est pas une tuile, il est vraiment à côté. On prend son D10, hein, pareil, on va lancer, voilà, on fait 2 plus 7, ça fait 9, on compare le 9 avec la valeur ici qui est de 14, et ben on l'a loupé, on a tapé dans l'eau. Donc du coup, là, on va pouvoir bouger, on va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pareil, ici, on va être dans la phase d'exploration, on va révéler encore une tuile, hop, on révèle la tuile, on est sur la crypte de Strahd, on va tirer une carte monstre, hop, cette fois-ci, c'est un zombie, on va mettre un petit zombie à côté, hop, qui est ici, et ensuite, on va activer ces monstres. Donc, est-ce qu'il y a un vilain, enfin un mini-boss sur un boss sur la table? Non, il n'y en a pas. Et on va activer directement ces monstres. Par contre, on est obligé d'activer le premier monstre qu'on a tiré, et ensuite le deuxième. On ne pourra pas activer le zombie, ensuite le loup, etc. Donc c'est d'abord le loup et ensuite le zombie. Donc il faut vraiment garder une chronologie sur sa table pour savoir quels sont les monstres qu'on a tirés en premier. Donc le loup, pareil, hein, bah, lui, il a une tuile, il arrive ici adjacent, il nous tape avec une morsure, il lance un dé, il fait 7 plus 2, il fait 9, c'est moins, donc ça va, il n'y a pas de problème. Le zombie, lui, si le zombie est à une tuile de nous, il avance adjacent, hop, il se met ici, et il attaque. Il met un coup, hop, il fait 16 plus 5, ça fait 21, hop, il lui inflige une autre blessure, etc., etc., etc. Dès lors qu'on tue un monstre, par exemple, là, hop, je vais lancer un dé, voilà, je fais 15, j'attaque le loup, avec mon plus 7, ça marche. J'inflige une blessure au loup, le loup meurt. Je gagne directement une carte trésor. À chaque fois que je tue un monstre, je gagne une carte trésor. Par contre, si je tue 2 monstres d'affilée, je ne tire pas 2 fois la carte trésor. Je tire une fois une carte trésor, en fait, durant mon tour. Donc même si vous tuez 70 monstres dans la foulée, c'est pas possible. Donc vous gagnez l'expérience du loup. Et l'expérience, en fait, va vous servir à 2 choses. Dès lors, pardon, que vous allez avoir 5 points d'expérience, vous allez pouvoir, en fait, annuler une carte rencontre si vous tirez une carte rencontre. De n'importe qui, hein, c'est-à-dire que même si c'est le joueur 2 qui tire une carte rencontre, vous pouvez la faire défausser, etc. Et ça va vous servir aussi à augmenter de niveau. Dès lors que vous allez faire un 20 naturel sur votre D10, qui est là, D20, pardon, oh là, j'ai vraiment du mal, qui est le D20, dès lors que vous allez faire un 20 naturel, vous allez pouvoir dépenser votre expérience, hop, pour augmenter le niveau 2. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, vous serez bridé parce que le maximum, c'est le niveau 2 à ce jeu-là. Je sais que des fans sont montés jusqu'au niveau 5, 6, etc. Sans souci. Et puis voilà, donc voilà comment marche un peu Castle Ravenloft. C'est ultra simple, je pense que c'est un très bon jeu pour ceux qui veulent se mettre dans l'univers du jeu de figurines sans avoir la lourdeur en fait des règles et des complexités comme Descent, etc. peut-être. Donc là ça reste simple, je pose une tuile, je révèle un monstre, le monstre attaque, etc. Je fais les effets, etc. Donc ça joue ultra vite, c'est du jeu casual je pense qui peut plaire à tout le monde. Moi je joue beaucoup avec un public féminin à ça, parce qu'elles aiment beaucoup, c'est ultra simple, elles veulent pas se prendre la tête, elles tournent une tuile, elles mettent un truc, machin, voilà, tout va vite, c'est de la rigolade autour de la table, et dès lors que quelqu'un meurt et qu'on peut plus le soigner, de toute façon on a perdu. Donc ça va très très vite, et en même temps c'est un bon petit jeu. Je vais vous montrer un peu les figurines, là je vous ai montré tout à l'heure le Dracolite, ça c'est le héros, donc ça c'est Kate, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment pas mal hein, quand même. Moi je m'attendais à pire pour un jeu de 2010, mais non en fait c'est vraiment vraiment très bien. Là, on va avoir les spectres. Hop. C'est assez... Franchement, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, c'est assez cool. Celui-ci est vraiment pas mal. C'est un squelette enflammé. On le voit mal, hein. Mais c'est un squelette enflammé qui tire une boule de feu. Donc, c'est un Hadoken, en fait. Hop. Tac. Donc, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, la personne de Trick Track qui s'appelle Hadoken, si tu me regardes, cette figurine est pour toi. Hop. Donc, ça, c'est petit Hadoken. Là, on a des ghouls.
Hop, donc c'est vraiment pas mal. Lui, il tient un bras, il est en train de le manger. Oh, oh c'est dégueulasse. Oh. Il y a beaucoup de matos, voilà, pour... je sais plus combien j'ai payé ça, moi. Je sais plus. Je peux même plus vous dire, je me rappelle même plus. 70. Voilà, 70. Pour 70 €, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Hop, on a un autre dragon, voilà, un dragon zombie. C'est vraiment pas mal, franchement, non, il n'y a pas à dire, les figurines sont assez cool. Voilà, ça, on a le golem de chair. Non, elles sont vraiment classe. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien foutu, avec de la peinture là-dessus. Ça va très bien rendre. Et bien sûr, hein, comment finir cette vidéo sans vous montrer le comte Strad, le vampire avec sa longue épée. Ah, enfin... Je prends un accent allemand, je ne sais même pas pourquoi je prends un accent allemand alors que ça se base même pas en Allemagne. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà à peu près. Donc voilà, je vous ai montré un peu l'étendue du truc. Je ferai une partie, c'est sûr, parce que moi j'aime beaucoup ce jeu. Ça joue vite, c'est tellement drôle, et puis c'est sans prise de tête de toute façon. À savoir qu'il y a plusieurs boîtes. Il y a la boîte, ça a commencé avec Castle Ravenloft. Ensuite, il y a eu Wrath of Ashardalon, c'est avec un dragon. Il y a eu ensuite la légende de Dzig ou de Dzrids, ou de, je ne sais pas, c'est un elfe noir, mais apparemment elle tourne assez bien celle-ci. Et il y a eu la dernière, je sais plus, le temple des élémentaux, etc. Pour ceux qui se poseraient la question, comme moi-même je me la suis posée, et je remercie encore les personnes... pour le coup sur le forum Trick Track qui m'ont bien aiguillé là-dessus, qui ont pris le temps de répondre, etc. Salut les gars, c'est vraiment cool, big up à vous. Du coup, ils m'ont fait comprendre que les boîtes étaient vraiment thématiques, que là, mécaniquement ça changeait pas des masses. Alors il y avait certaines options qui changeaient d'une boîte à une autre, etc. Il y avait des chambres apparemment dans Wrath of Ashardalon, il y avait d'autres trucs dans Dzig, etc. Et dans la dernière, il y a, il me semble, un village où vous pouvez acheter des choses, etc. entre deux quêtes. Mais mécaniquement c'est pareil. Hein. Ce qui va vraiment changer, c'est la thématique. Là, on est sur du gothique horrifique, vampirique sur celle-ci, sur Ravenloft. On est sur du gros dragon et des montagnes sur Wrath of Ashardalon. Ensuite, on est sur des elfes, machin, dans la troisième boîte. Et dans la dernière, on est sur des élémentaux, apparemment. Donc du coup, voilà, moi j'ai vu un peu le thème qui me plaisait. Et puis j'ai pris ça parce que c'est celui qui me parle, amateur de gothique et j'allais dire érotique, mais non, mon dieu, c'est terrible, amateur de vampires, etc. Et ça me rappelle beaucoup l'univers Castlevania où j'ai joué beaucoup étant petit et même maintenant d'ailleurs. Donc du coup je me suis basé naturellement là-dessus et je pense que apparemment c'est l'une du meilleur thème en fait. Sur BGG ils aiment beaucoup celle-ci, sur Trick Track apparemment beaucoup de personnes aiment celle-ci aussi. Donc du coup voilà, c'est peut-être un thème qui parle plus aux autres, je ne sais pas. Les tuiles, hein, le petit bémol, peut-être petit ou gros, les tuiles sont pas vraiment folichonnes. Le matos c'est de bonne qualité, hein, c'est des bonnes tuiles, etc. C'est épais. Par contre, bah voilà, comme je vous le montre, il n'y a pas tellement, enfin ça change pas des masses quoi. On aurait aimé peut-être d'autres trucs, je sais pas. D'autres textures, machin. Alors il y a, vous allez me dire en même temps, c'est vrai, c'est des cryptes, fallait pas s'attendre à des trucs de fou, il y a que des couloirs et de la pierre, c'est pas faux, en même temps. Je sais ce que ça veut dire la pierre, vous inquiétez pas, pour le coup, mais voilà, donc on aurait aimé peut-être avoir plusieurs textures différentes, etc. Sachant qu'à partir, il me semble, de la légende de Dzig, ils ont fait un travail de restructuration sur les tuiles, donc il y a plus de choses, ça permet de voyager un peu plus, et sur la dernière, j'ai vu les tuiles, et c'est vrai que ça nous fait voyager un tout petit peu plus. Quand on compare ça, je sais plus qui m'avait dit ça, pardon, toujours sur le forum Trick Track, à Claustro, qui est sorti à peu près la même année. Voilà, c'est vrai que Claustro, c'est des grosses tuiles assez bien foutues, avec un décor qui fait voyager et qui renforce un peu l'immersion. Là, c'est le petit bémol, voilà, on a de la pierre, c'est assez froid, bon, ça colle au thème, vous allez me dire, mais bon. Donc voilà, c'était, je remontre, Dungeons and Dragons Castle Ravenloft. C'est sorti en 2010, édité chez Wizard of the Coast, c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 70 €, des parties grosso modo, allez, je pense de 30 minutes à 1 heure, 1 heure et demie si vous prenez bien le temps. Un jeu assez sympa, si vous cherchez un dungeon crawler à jouer avec peut-être des enfants, des pré-ados, machin, qui veulent pas se prendre la tête
avec des figurines et des lectures trop longues et avoir plusieurs stats, je pense que c'est une valeur sûre. Le thème est cool, donc moi j'aime beaucoup. J'ai joué à Descent, etc. en comparaison, bien sûr, avec un MJ, c'est pas pareil, mais je trouve ça assez classe. C'est un jeu à avoir dans sa ludothèque si on aime bien un peu l'univers, etc. Et si on veut sortir un jeu sans se prendre la tête avec des mecs qui jouent occasionnellement. Donc je pense que c'est un petit bon jeu à avoir quand même. Et moi je vous dis à bientôt, je ferai une partie de toute façon de Castle Ravenloft en solo, c'est sûr. Et puis, merci encore, hein, je remercie tout le temps maintenant, parce que vous êtes toujours aussi nombreux à regarder les vidéos, à vous abonner, à me dire bravo, c'est formidable, continue, merci. Merci de regarder, c'est vous qui me faites en même temps continuer, parce que moi ça me permet de faire d'autres trucs à côté en me disant bah tiens, ils aimeraient peut-être voir ça, ça, ça. Donc je dépoussière un peu ce que j'ai chez moi, avec mes achats futurs, etc. Et puis je vous montre les trucs. Et si ça vous permet en même temps d'éviter le livret de règles, eh ben je suis le premier ravi. Donc voilà, sachez que c'est un jeu en VO, il existe des traductions des 3 premières boîtes, donc il n'y a pas de problème hein, si vous êtes anglophobe, tout est fait pour jouer en français, vous n'avez aucune raison de ne pas y céder. Merci encore hein, aux personnes qui ont traduit le jeu, parce que c'est fait bénévolement. Alors même s'il y a des erreurs de trad, etc., on va pas cracher dessus, c'est un travail colossal, vu le nombre de cartes qu'il y a, on peut bien leur reprocher 4 à 5 erreurs de traduction. Voilà, c'était un petit big up pour vous, chers traducteurs. Allez, moi d'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bisous, ciao.